avez étudié l'histoire de l'art. Oui. Vous avez été élève des Beaux-Arts. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et alors, si un adulte vous dit moi, je veux voir l'art conceptuel, très intellectuel, quelle est votre position vis-à-vis de cet adulte qui vous dit ça? Alors, dans un premier temps, moi, j'ai rien contre le fait qu'on produise des œuvres conceptuelles. C'est pas un problème. Sauf que je vais leur faire comprendre qu'ils se trompent peut-être de langage pour développer certaines choses. À un moment donné, que ce soit dans la peinture, la sculpture, dans n'importe quelle discipline artistique, on en a une perception qui est donc propre à son état donc plastique. À un moment donné, moi je dirais volontiers à cette personne-là, mais pourquoi ne pas concevoir cette œuvre-là plutôt avec des mots? Pourquoi le faire avec de la peinture ou avec d'autres matériaux? L'art conceptuel, c'était très intellectualisé. Donc, je ne suis pas toujours convaincu qu'on ait développé vraiment toute la dimension des arts plastiques pour en arriver là, quoi. Et à un moment donné, les mots, ça peut suffire pour vouloir dire des choses comme ça. J'ai entendu que vous étiez passé sur les ondes télévisuelles. Oui, c'est vrai. Racontez-nous ça. Récemment, donc, nous avons eu la visite de l'émission Le Grand Bazar qui a été donc tournée ici à Pont-Aven. Et donc j'ai eu la chance de faire partie des 3 artistes qu'ils ont sollicités en fait pour créer une œuvre en fait pendant le tournage de l'émission. Donc c'était vraiment très sympathique, donc cette émission sur France 3. C'était une œuvre autour d'un thème spécifique? Oui, là, il nous avait proposé de faire le contre-champ d'une peinture de Gauguin. La peinture de Gauguin, c'était... C'est quoi ça, un contre-champ? Un contre-champ, c'est quand vous avez un tableau qui représente quelque chose. Là, en principe, il était figuratif, parce que c'était Gauguin qui l'avait fait. Et le contre-champ, on imagine qu'on se retrouve de l'autre côté de l'image. Un peu comme au cinéma, on a le champ de contre-champ. Et du coup, on a dû imaginer comment serait cette peinture si on avait été de l'autre côté. Donc, sur le tableau de Gauguin, c'est le combat de... Non, c'est le combat de l'ange, la vision après le sermon, en fait, le tableau en question. Et on voit sur son tableau à lui un groupe de Bretonnes, mais on les voit de dos. Donc, nous, sur nos productions, on les voyait de face, forcément. D'accord. Voilà. Donc, c'était un petit défi technique qui nous avait proposé. Parce que je vous ai entendu parler de modèles vivants à votre école. Exactement. Alors, un modèle vivant, c'est obligatoirement un nu? Alors, oui, traditionnellement, c'est un nu, bien sûr. Alors, il y a des cours que je propose avec modèle vivant, puisque lorsque l'on apprend les bases du dessin, traditionnellement, aux Beaux-Arts, on avait cet exercice-là. Alors, il n'y a plus beaucoup d'écoles d'art qui le font, malheureusement. C'est un peu dommage. Et cet exercice de dessin académique nous permet vraiment de corriger notre regard, d'être d'une justesse, d'une extrême justesse dans le dessin. C'est presque une leçon d'anatomie. Exactement. C'est bien sûr quand par exemple, pour faire un portrait, on se rend compte que, en ayant un modèle devant soi, on se rend compte de toutes ces subtilités de traits qu'on a dans le visage, qu'on ne pensait pas du tout connaître en fait en croisant des gens dans la rue, quoi. Donc effectivement, le travail avec des modèles, c'est essentiel pour apprendre à dessiner convenablement. Il y a une de mes formations, par exemple, qui consiste à devenir animateur d'atelier d'art plastique. Donc en fait, on apprend ce que c'est que la pédagogie, on apprend évidemment la plupart des techniques qu'on est censé savoir enseigner. Et puis, on s'interroge beaucoup aussi sur tout le panel numérique, vidéo, photographique, tous les médias qui servent ensuite aussi à développer des futurs ateliers. Et ça, ce sont des formations qui peuvent s'adresser à des demandeurs d'emploi ou des gens qui veulent changer d'activité. J'ai beaucoup d'artistes qui veulent faire cette formation-là. Parce que être enseignant d'un côté, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même métier qu'être artiste. Les formations sont toutes référencées par le Greffe Bretagne, donc c'est un organisme qui gère, qui énumère la liste donc de toutes les formations disponibles en Bretagne, et même au-delà, parce qu'effectivement Pôle Emploi reprend aussi dans ses fichiers donc les formations que je propose.
Donc on peut du coup avoir des financements avec Pôle emploi ou avec encore d'autres structures selon que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi, ou selon son statut. Et nous allons maintenant appeler notre deuxième invitée, Gwenine, s'il vous plaît. Gwenine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que ça faisait déjà pas mal de temps qu'on espérait vous recevoir. Merci d'ailleurs à Nabine et à Radio Harmonie parce que c'est Nabine qui nous a dit il faut absolument que vous invitiez à Parole d'artiste Gwenine. D'accord. Merci à lui, merci à Radio Harmonie. C'était en fin 2016, j'ai sorti mon premier album qui s'appelait Entual. Ça veut dire de l'autre côté en français. Et c'est une production de Cobreis. Vous chantez en breton, en français, en anglais. Voilà, ouais, c'est 3 langues là, essentiellement. Oui, c'est déjà pas mal. Moi, je suis très impressionnée. Vous parlez breton, donc? Oui, je parle breton depuis, je suis toute petite comme ça. Et en fait, c'est ma première langue. C'est ma langue maternelle. On m'a parlé le breton quand j'étais petite. J'ai découvert le français finalement assez tard. J'avais déjà 4-5 ans. Et puis, je ne me suis pas trop rendu compte, en fait, que je savais déjà une langue. Tout ça, c'était un gros sac où je mettais plein de mots dedans. Et j'ai pris conscience que je savais 2 langues, en fait. J'avais déjà 6 ans, quoi. Donc c'était très, très tard. Peut-être seulement 5 ans, mais j'ai pas tout de suite conscientisé que j'étais bilingue. Tout simplement parce que je comprenais ce qu'on me racontait et j'étais capable de parler, de jongler, en fait, d'une langue à l'autre. Donc pour moi, le bilinguisme, ça a été
un processus complètement naturel où voilà, la famille parlait breton et puis l'extérieur c'était plutôt français. Donc j'ai été une des premières élèves d'Iwan, puisque Diwan a vu le jour à la fin des années 70 et à l'époque ils avaient besoin de, j'allais dire cobayes, de petits enfants qui étaient capables de parler le breton. Et puis donc on m'a mis à Diwan à l'époque et c'était ma première école, ma première expérience scolaire et ça s'est très bien passé évidemment. Donc j'ai appris à lire et à écrire en breton. Ah, vous écrivez breton aussi? Ah ben oui, évidemment. Oui. Oh, oui, Sinon, bien sûr. Je pourrais pas. Bien sûr. Je pourrais pas écrire Quelle mes question. chansons. Quelle question. Parce que vous écrivez vos chansons. J'écris mes chansons depuis le début. Ouais. C'est pour moi une expression. J'ai besoin d'écrire ce que je chante. Je pense que la musique m'intéresse moins quand il s'agit d'interpréter les chansons des autres. Oui, mais vous composez aussi les musiques. Je Vous êtes compose la ACI, musique. Ce qu'on appelle ACI, auteur, compositeur, interprète. Voilà, en fait, je compose la musique donc avec Patrice Marzin, puisque je ne suis pas toute seule, hein, on travaille à deux. C'est mon guitariste. Et on travaille tous les deux donc la musique. Je suis un peu la spécialiste des mélodies, donc je décide un petit peu de ce que je chante sur la musique. Et je compose bien évidemment les paroles. Le plus important, c'est pas forcément d'écrire en breton, en français, en anglais. Le plus important, c'est de mettre un mot sur une émotion et de pouvoir exprimer l'émotion qui se dégage en fait de ma voix au moment où je chante. Et c'est ma voix qui m'inspire pour parler de la tristesse, de la colère, ou alors de la joie, du bonheur, de la contemplation. Enfin, il y a plein de... Voilà. Donc, je raconte des histoires à travers tout ça. Et ces histoires-là, il se trouve que certaines sont en breton. Et c'est tant mieux, mais des fois, c'est en français. En fait, le choix de la langue n'est pas, pour moi, un choix militant ou un choix... voilà, qu'il faut mettre en résonance avec je ne sais quelle conviction. En fait, c'est vraiment beaucoup plus inspiré que ça. Vous vous produisez sur des scènes européennes, en Allemagne, oui, en Suisse. l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Alors, comment un public allemand peut ressentir une chanson bretonne? Ouais, J'ai du mal à imaginer. On me pose souvent la question, mais comment ça se fait qu'un Allemand peut... Oui, oui. Un Allemand, un Suisse, un en Portugais. Fait, peu importe. Oui, ouais. voilà. Peu importe, parce qu'effectivement... encore une fois, la langue n'est pas, n'est pas un problème. Non, bien au contraire. On ne demanderait jamais à Césaria Overa de chanter en français. Ce serait dommage. Ou d'autres, bien d'autres d'ailleurs, dans la langue qu'on connaît. En fait, l'important, c'est pas ça, c'est l'émotion que dégage un artiste. Je pense qu'on est embarqué par un artiste ou on ne l'est pas. Et la langue, peu importe ce qu'ils chantent en anglais ou en français, la plupart du temps, les chanteurs, certains chanteurs chantent en français, c'est quelque part, on ne comprend pas tout ce qu'ils chantent. On s'accroche à un refrain ou alors à 2-3 mots qu'on a compris. Mais je pense que c'est un tout, en fait. Quand on vient écouter un artiste, on n'est pas là en train de se demander est-ce que je vais tout comprendre. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre... du sensitif. Ouais, du sensitif, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Voire même du sensuel. Oui, alors ensuite, bon, c'est vrai que quand je vais en Allemagne, après, je fais 2-3 petits efforts quand même pour me faire comprendre entre les morceaux. Et là, donc, je prépare quelques petites interventions pour pouvoir faire entrer les Allemands ou en espagnol, c'est pareil, faire rentrer le public dans ce que j'ai envie de dire dans chacun des morceaux. Et donc je le fais pas systématiquement, bien sûr, mais je le fais aussi en Bretagne, parce que la plupart des gens en Bretagne ne parlent pas le breton, donc ne comprennent pas mes chansons. Et donc j'aime bien en parler de manière poétique, mais j'aime beaucoup les présenter. Et en Allemagne, ça marche du feu de Dieu, parce que on m'a dit un jour que, en fait, quand je parle en allemand, ça leur fait à peu près le même effet que Jane Birkin quand elle parle français. Donc. Et elle m'a dit, surtout, ne fais
aucun progrès en allemand. C'est parfait comme ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup ça me décomplexe complètement. Je peux parler allemand comme une vache espagnole. Tout le monde trouve ça génial. Donc c'est voilà. Rien que la façon de dire bonsoir, déjà ils sont morts de rire. Donc ça donne Guten Abend. Ça les fait marrer. L'Olympia, eh bien, en fait, donc je l'ai su assez tard qu'il y avait cette opportunité-là. Donc, un artiste voulait absolument que je fasse sa première partie. Un Corse qui chante magnifiquement bien et qui s'appelle Jacques Cuglioli. Et bien sûr, j'ai dit oui tout de suite, hein, parce que ça ne se refuse pas. Je ne pensais pas le faire aussi rapidement, puisque quand même, ça faisait à peine 7 ans que j'étais sur scène, et je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais être capable ? Et on a peur de ça, en fait, d'être à la hauteur. Et c'est terrible, parce qu'on est toujours en train de douter de nous, en fait. On est toujours en train de se dire, oh là là, c'est peut-être pas assez bien ce qu'on fait, etc. Et puis, passé ce moment de doute, on se dit, non, on va avoir beaucoup de plaisir à le faire, et on va y aller à fond, et on va juste être ce qu'on est. Et je pense que l'Olympia, c'est ça aussi. Je crois que la scène de l'Olympia a vu beaucoup d'artistes passer, même dans leurs moments de doute, même tels qu'ils étaient. Je crois qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires dans ce lieu-là aussi, parce que la configuration permet en fait une vraie... un vrai lien avec le public. Les Vieilles Charrues existent aussi parce que l'identité bretonne existe. Donc, je pense que j'ai été aussi portée par cette identité pour pouvoir aller chanter là-bas. Merci, c'est un beau souvenir que vous nous avez fait partager. Votre dernier album, Avalon. Avalon, je vous rappelle que c'est le nom du paradis des Celtes. Vous tournez avec depuis... Avalon est sorti quand ? Là, il est sorti en novembre dernier, donc fin novembre. Donc en fait, il a 3 mois, cet album, 3-4 mois. Alors, on n'a pas eu le temps vraiment encore de le porter sur scène. Hein. On a fait quelques scènes en Bretagne. On est surtout allé en Allemagne. On est allé aussi en Autriche, à Vienne. Donc, on a fait quelques scènes un petit peu en Europe. Et donc, on est revenu pour 3 concerts ici en Bretagne. On part à Singapour dans 15 jours. On a 3 concerts au Vietnam. Et ensuite, on revient pour les festivals. J'explique. Luc Berriot est auteur. Et Jean-Pierre Triquet est son éditeur. Et c'est très rare d'accueillir, de recevoir un auteur, que ce soit sur une foire du livre ou à parole d'artiste, mais qu'il soit accompagné de son éditeur. Généralement, l'éditeur se contente d'éditer, et puis il laisse l'auteur... Et puis un beau jour, il me dit tu m'énerves parce que tu dis que t'écris, et puis on voit jamais rien de ce que t'écris. Et ça a fait tilt. Ça doit être du côté de l'amour-propre que ça s'est passé. Et du coup, je me suis mis à écrire un recueil, à remplir avec des choses que j'avais déjà écrites, puis d'autres que j'ai rajoutées. Et je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et à l'époque, ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Donc, voilà. Vous avez commis votre premier roman qui s'appelle La Loi des chiens. Ouais. Qui a été édité, on reviendra sur le rôle d'éditeur, c'est entendu. En quelle année a été édité La Loi des chiens ? Alors, il est sorti en 2e. Il avait été écrit en premier en 2010, avant qu'on se rencontre. Il est sorti en 2015, le 22 mars. Bon, manifestement, vous avez une bonne mémoire. Oui, mais c'est lié à d'autres dates aussi personnelles qui ont de l'importance pour moi. D'accord. Moi, j'ai eu le plaisir de lire La Loi des chiens. Et je dois vous avouer que j'ai eu énormément de plaisir à suivre les aventures de James. La Loi des chiens, c'est une intrigue policière qui a ce charme fou de vous replonger dans les années 50. À notre époque, où les polars, les romans policiers tombent dans le gore, dans le sexe, dans le sang, dans une violence, dans un malsain qui plonge vraiment de plus en plus loin, c'est une bouffée d'oxygène que de lire La Loi des chiens et l'histoire de James. Moi, je suis personnellement très
heureux lorsqu'il écrit. J'apprécie beaucoup ce qu'il écrit. Et je vais revenir au début de la conversation. Vous parliez d'un couple. L'un couple, ce sont deux personnes, entre autres, dans le cas présent. Non, c'est pas où vrai. il y a disons deux, ça peut être aussi un être humain qu'un animal, ça peut être, mais c'est deux. Et là, dans le cas présent, il avait expliqué la façon dont on s'est rencontrés, mais je crois que ce qui a donné naissance à la comédie, à cette société, à cette maison d'édition, ce sont tous les petits mots qu'écrivait Luc à l'occasion d'un anniversaire ou d'une fête, où je ressentais, et mon épouse également, une grande tendresse, une grande simplicité, une grande présence, une grande honnêteté. Et ça nous a amené à dire il faut créer une entreprise pour soutenir Luc, que Luc s'exprime, que Luc grandisse dans son art. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et c'est ce que nous faisons. Alors, Comédite, racontez-nous. Comédite existe depuis quand? Ça se situe où? Et quelle est cette drôle d'idée d'avoir créé une maison d'édition? Alors, ça existe depuis à peu près 2 ans et demi. C'est la deuxième maison d'édition que je crée. J'en ai créé une il y a une quinzaine d'années lorsque j'avais écrit mon premier ouvrage. J'ai souhaité garder une autonomie et c'est la raison pour laquelle, si j'écris, je crée les structures permettant de publier, de distribuer, etc. Pour que ce qui est partagé avec le lecteur ou la lectrice soit 100% ce que j'ai ressenti et la façon dont j'ai souhaité le présenter et l'offrir. Lors de la rencontre avec Luc, ça m'a donné l'occasion de créer ici cette maison d'édition, à la fois pour l'aider, l'accompagner, mais aussi pour me permettre à moi de pouvoir écrire, et à d'autres personnes. L'idée de la maison d'édition et de la comédie, c'est de faire les choses le plus simplement possible, et lorsque l'on accepte un manuscrit, c'est d'être vraiment auprès de l'auteur. Ce qui se passe pour Luc, puisque Luc a depuis publié plusieurs ouvrages, et il est encore en train d'en écrire un actuellement. Donc, on reçoit un certain nombre de manuscrits, on les sélectionne, mais mon vœu vraiment est d'être totalement au service de l'auteur et de l'être humain. Donc, d'accompagner Luc, vous parliez de couple et d'amis, vraiment, c'est cette dynamique, c'est ce travail d'équipe qui fait que l'on regarde dans la même direction et on essaie d'avancer ensemble à notre rythme. L'Afrique m'a beaucoup apporté. En Afrique, j'ai retrouvé le silence. J'ai retrouvé l'immensité des espaces, j'ai retrouvé les odeurs, j'ai retrouvé plein de choses que je ne connaissais pas auparavant et surtout dont je ne prenais pas le temps de voir ou d'entendre et d'écouter le silence. C'est un paradoxe, mais ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de me resituer, de voir ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie à Rijeka? Je reviens sur Rijeka, parce que franchement... Mouellan, puisqu'on est à Mouellan. Ah pardon. Mouellan, l'entreprise est à Mouellan. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, ce que je fais de ma vie, sincèrement, je me lève le matin et je me dis, d'abord, je remercie la vie, et je me dis, qu'est-ce que je vais découvrir? Qui je vais rencontrer? Qu'est-ce qui va se passer? Et quel enseignement je pourrai en tirer? Et quand je me couche le soir et je me dis, c'est formidable, eh ben voilà, ma vie, c'est ça. Je suis heureux avec ça. Et j'essaie à chaque instant de donner le meilleur de moi-même. Je n'ai pas d'autres, recettes à dire. Je reviens sur, pardonnez-moi, sur la loi des chiens, parce que ce livre vraiment m'a touchée, vraiment. Je voulais savoir, vous avez eu un coup d'orage, Luc Berriot? J'explique. Régulièrement, je pense. J'explique. Le héros de la loi des chiens, dans les 30 premières pages, se demande qui il est, ce qu'il va faire de sa vie. Il est complètement perdu. Et puis un jeudi, il y a un coup d'orage qui va changer sa vie. Et Luc dit, enfin, sous-entend en 4e de couverture que lui aussi a eu un coup d'orage un jour dans sa vie. Ben, je dis qu'en fait que cet ouvrage peut paraître, peut ressembler à un coup de poing dans la vie, parce que c'est comme ça que moi je l'ai ressenti quand je l'ai écrit. Ça faisait écho à ce que disait Gwenine tout à l'heure par rapport à ça. Sa première grosse expérience qui a été assez traumatisante. Quand j'ai écrit La Loi des chiens, c'était la première fois que j'écrivais un roman. Avant, j'arrivais jamais à aller au-delà d'une nouvelle. Ça se faisait comme ça. Et pour moi, le roman, c'était un truc qui était mais vraiment inaccessible.
J'avais essayé, mais ça fonctionnait jamais. Alors là, je m'y suis mis sans aucune attente, aucun but. Et pendant 3 semaines, je ne me suis pas arrêté d'écrire. Et j'étais dans une espèce d'état second que je n'avais jamais connu. Ma compagne m'a dit, mais c'est incroyable de te voir écrire. On a l'impression vraiment que tu es vivant. Et moi, je me sentais complètement coupé du monde, de tout. J'étais déboussolé. Mais je passais par des choses extrêmement fortes sur le plan des émotions. Je souffrais avec les personnages. Je doutais avec eux. J'avais peur qu'ils meurent. Je ne savais pas ce qui allait se passer à la page suivante. Et donc, c'était vraiment à la fois fantastique et puis vraiment déboussolant. Et donc, ça a peut-être été ça, un coup d'orage. C'est peut-être aussi quelque chose à quoi j'aspire, d'avoir des coups de tonnerre réguliers pour me remettre sur les rails, pour aller plus loin, pour aimer plus la vie, je sais pas, pour ressentir plus de choses, découvrir plus de choses. Donc, c'est pour ça que je dis, il y en a des coups de tonnerre, il y en a régulièrement, parce que s'il y en avait qu'un qui était salutaire, comme quelquefois on le rêve, pour être débarrassé de tout un tas de trucs et tout, ça serait peut-être pas mal. Mais c'est pas le cas, en tout cas pas pour moi. J'espère que cette soirée Parole d'artiste sera pour vous un coup de tonnerre qui va vous faire déboucher sur autre chose, qui va vous...